À nous regarder à travers Canal Congo Télévision, surtout bienvenue dans votre magazine Opinion Libre. Opinion Libre qui est un espace qui vous est dédié, vous qui êtes technocrate, vous êtes expert, vous détenez le savoir-faire dans tel ou tel autre domaine de la vie. C'est ici la vitrine qui vous permet d'entrer en contact avec le monde extérieur, non seulement ici au Congo, mais également à l'extérieur du pays, à travers notre chaîne YouTube CCTV Ralik officiel Opinion Libre. En tout cas, vous êtes nombreux à nous regarder, nous sommes très fiers de vous, mais également, vous le savez, dans cette émission, la voix est donnée à tout le monde. Vous êtes libre de vous exprimer justement parce que nous avons besoin que nous puissions tous contribuer à l'émergence de la République démocratique du Congo. Vous le savez, dans cette émission, nous recevons plusieurs personnalités et également plusieurs thématiques ils sont développés et aujourd'hui nous sommes beaucoup plus en tout cas dans la thématique sociale. Vous le savez, ici chez nous en RDC, en tout cas il y a toute une série de dialogues qui s'est imposée justement parce que nous sommes en train de traverser une période particulière. Alors quelle analyse faire de tout ce qu'il y a comme processus de dialogue qui sont convoqués d'ici et là, à gauche à droite, pour quelle finalité? Est-ce que c'est pour ce temps ici, c'est le moment est favorable ou pas? Nous en parlons dans cette émission. Nous allons parler en tout cas de cette problématique de dialogue, je venais de le dire, qui sont en train de se tenir ici chez nous en RDC. Nous allons parler, en tout cas faire un petit recul justement pour parler bien sûr, permettez-moi, cette tautologie qui se sont déroulées au niveau de Nairobi au Kenya entre le gouvernement congolais ainsi que le rebelle, en tout cas qui sème la terreur au niveau de l'est de la RDC. Nous allons également parler en tout cas de résolutions qui ont été prises au niveau de la conférence de paix organisée entre le Grand Katanga et le Grand Kasaï. En tout cas, c'est pour quelle finalité? Est-ce que cette fois-ci, c'est la bonne? Nous allons en parler. Mais également, nous allons tenter de réfléchir encore beaucoup en profondeur pour cette table ronde vraiment qui est annoncée par le président de la République, justement, qui doit se tenir au niveau de Grand Kivu. Là, nous parlons de Nord Kivu ainsi que des Touris, de provinces qui sont en tout cas dans des problèmes sous l'état de siège. Pour quel résultat également? Est-ce qu'en tout cas cette fois-ci ça sera assuré? Nous en parlons. Nous en parlons avec notre invité. En tout cas, il s'agit de Évariste Tshiswaka qui est avec nous. Lui, il est communicateur du parti politique Orange, mais il est beaucoup plus, en tout cas, connu pour ses analyses qui sont limpides, nous pouvons ainsi le dire. Monsieur Évariste, bonjour. Bonjour Monsieur Emile, nous saluons aussi tous les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre et tous les fans de l'émission Libre, Opinion Libre. Nous sommes très heureux, merci beaucoup pour l'invitation et je disais, nous sommes heureux de venir sur ce plateau. Nous ne venons pas pour enseigner bien sûr, nous venons pour partager ce que nous avons avec beaucoup d'humilité. Parce que nous n'avons pas le monopole de la connaissance. Ok, merci beaucoup. En tout cas, tous, nous n'avons pas le monopole de la connaissance, mais par contre, ensemble, nous sommes prêts pour pouvoir faire décoller la RDC surtout, parce que comme vous le savez, ce sont les idées qui construisent le pays. Alors, nous allons beaucoup plus se partager. Justement, je ne sais pas, vous êtes de l'Union Sacrée. Aujourd'hui, beaucoup de choses sont en train, en tout cas, d'aller ça et là, mais au moins, nous venons d'en parler et on a eu à écouter quand même l'Union Sacrée, le gouvernement Sama Lukonde. On s'est dit aujourd'hui, coup de chapeau, peut-être que ça vous tente. Aujourd'hui, on a parlé d'une forte mobilisation de fonds par les régies financières, près d'1 milliard de dollars, plus d'1 milliard de dollars. En tout cas, quels sont vos sentiments, vous qui êtes dans l'Union Sacrée? Vous pensez que quelque chose se porte bien avec 1 milliard 500 millions de dollars qui ont été mobilisés? C'est bon, ça va pour vous? Nous pouvons dire que nous sommes contents de cette mobilisation parce que ça fait beaucoup d'années et je crois que c'est la première fois que cette mobilisation financière à ce niveau-là, ça s'est fait. Alors nous pouvons qu'être contents. Mais seulement, il faut revenir. C'est quoi le résultat? Parce que sur le plan social, il y a la population qui nous regarde. Ok, nous allons bien nous vanter de cette mobilisation, mais il faut que nous puissions voir la retombée sur le plan social. Ah oui. C'est surtout ce que la population attend. Je voulais bien parler de quelque chose avant d'aborder le sujet, parce que nous parlons aussi de
mobilisation des recettes. Et je suis toujours et encore en train de dire il y a beaucoup d'argent, beaucoup de sommes d'argent qui échappent à la caisse de l'État. Et aujourd'hui, quelles que soient les formes qui sont données. Oui, je voulais parler particulièrement de la police de circulation de roulage qui fait échapper beaucoup d'argent, j'ai dit alors beaucoup d'argent aux caisses de l'État. Comment? Avec les amendes transactionnelles. Vous savez, aujourd'hui, avec les taxis express et les taxis à Kinshasa, avec les chauffeurs à Kinshasa, et nos policiers de circulation routière, quand ils vous attrapent, quand ils vous arrêtent pour une infraction routière, au lieu que l'argent, l'amende transactionnelle soit payée à la banque, ça se négocie dans le bureau. Et vous payez, vous n'avez pas une quittance. Vous n'avez pas une preuve que vous avez payé. Et cet argent-là... Ça préjudicie le trésor public. Voilà. Cet argent-là ne va pas dans la caisse de l'État. Et c'est pourquoi je ne critique pas, mais je propose aussi, pour pallier à cela, nous voyons aujourd'hui, nous avons les agents de transport, la DGK qui a instauré la taxe de stationnement. Voilà. Et nous voyons dans presque tous les carrefours, il y a des agents qui ont des machines, voilà, des machines là, de POS en main, et directement dès qu'il perçoit l'argent, il fait entrer dans la machine, il encaisse, il y a la quittance qui sort. Alors j'allais proposer, je ne sais pas si les amendes transactionnelles vont à la DGRAD, je ne sais pas si c'est à la DGK, mais s'ils peuvent instaurer aussi ce système-là, qui est dans le point de police de circulation routière, là où il y a les OPJ qui jugent et qui taxent les amendes transactionnelles, qui ont ces machines-là, qu'on place un agent du ministère des Transports, ou soit encore de la régie qui est censée encaisser cet argent, qui soit là. C'est pas le rôle de générer de recettes, mais au moins avec la population et les enquêtes de l'argent, il faudrait qu'ils puissent aussi moderniser leur système. Que ça soit modernisé et que cet argent-là soit traçable et que c'est dans la caisse de l'État. Je pense que ça fera gagner beaucoup d'argent dans le trésor public, mais aussi ça va décourager les policiers qui sont en train de faire ces manœuvres-là. On peut parler de la corruption, c'est de la corruption, c'est de la fraude. Voilà, très bien dit, très belle entrée en matière, Monsieur Évariste Tissoaka. Justement, revenons alors à notre thématique de la journée. Vous le savez, en tout cas, il y a peu, le gouvernement congolais était en discussion, je dirais ainsi, au niveau de Nairobi, Kenya, justement, où ils étaient en train de parler avec le groupe rebelle, justement, à la quête de la paix pour que ces derniers puissent déposer les armes et qu'ils puissent venir, justement, entrer, faire leur réintégration dans la société. C'est vrai que plusieurs résolutions ont été trouvées, mais au moins, à la grande satisfaction de toutes les parties prenantes, en tout cas, les choses se sont bien déroulées, mais malheureusement, 2 semaines après, nous attendons qu'il y a eu des tueries, en tout cas, encore une fois de plus, chose qui n'a pas plu, en tout cas, à tous les Congolais. Alors, je voudrais savoir, est-ce les résultats qui ont eu lieu au niveau de Nairobi, ces négociations-là, pourquoi ça n'a pas pu donner, en tout cas, la calmie par rapport à ce qu'on attendait de ça? Je vais donner des explications après, mais d'abord, je dirais que ça n'a pas donné de la calmie parce qu'il n'y avait pas de sincérité entre les partis. Et pourquoi je parle de sincérité? Parce que d'abord, revenons dans le cadre de la rencontre de Nairobi. C'était dans le cadre de l'association, je ne sais pas si c'est l'association conférence des pays de l'Afrique de l'Est. Voilà. Et dans cette conglomérat, je pourrais dire comme ça, nous avons le Rwanda qui est aussi partie prenante. Et le Rwanda qui ne s'était pas présenté. Qui ne s'était pas présenté, mais il se trouve dans le passé communautaire des Afriques de l'Est, qui est partie prenante. Nous avons aussi le Burundi, il y a la Kenya, il y a tous ces pays-là qui sont là. L'Ouganda aussi. Et quand nous revenons au fond, qui attaque la RDC à l'Est? Ce sont des groupes rebelles, mais plusieurs fois, il y a même les rapports mapping qui a démontré, qui a dénoncé la complicité de nos pays, le pays voisin, dans cette guerre de l'Est. Parce que quand on fait la traque de ces groupes rebelles, parfois ils ne seraient plus dans le pays voisin. C'est au Rwanda, c'est parfois l'Ouganda. Alors, pourquoi
Parce qu'aujourd'hui, nous parlons aussi du M23. Nous connaissons l'histoire du M23 avec cette familiarité du M23 avec le Rwanda. Et vous pensez que si le pays qui forme cette communauté des Afriques, des pays des Afriques, de l'Afrique, des États de l'Afrique de l'Est, il y avait sincérité, je pense qu'on devait se mettre d'accord pour traquer réellement la rébellion. Et si, sincèrement, ce pays se mettait d'accord, je pense que la rébellion va cesser parce que ces rebelles, ils sont fournis quelque part. Et l'armement qu'a ces rebelles provient de quelque part. Et là, est-ce que nous pouvons dire que, en tout cas, du côté du gouvernement congolais, le diagnostic a été mal posé au point qu'ils sont allés se retrouver à la même table avec les rebelles? Non, vous savez, la République démocratique du Congo et le chef de l'État, nous sommes à la recherche, à la quête de la paix. Et on risque de dire que le gouvernement est en train de vouloir faire quelque chose de, je peux dire, en fait, dans une circonstance, mais dans des conditions que le gouvernement s'est retrouvé, il voulait faire l'infaisable, permettez-moi le mot, l'infaisable, pourvu qu'on retrouve la paix. Parce que le dialogue avec les groupes rebelles, ça ne date pas d'aujourd'hui. On en a vu plusieurs fois, ça a été organisé. Alors, le seul langage qu'ils peuvent mieux comprendre, c'est la force. Alors la force, parce qu'aujourd'hui, comment on va y aller? Par exemple, prenons l'exemple de ce groupe rebelle de M23 qui s'est scindé en deux. Un groupe s'est retrouvé à Nairobi avec le gouvernement, un autre groupe dirigé par Makenga s'est retrouvé au niveau de l'Est, au Nord Kivu. Ils ont continué à lancer des hostilités. Alors la force, on va s'attaquer à quel groupe par exemple? Parce qu'il y en a qui sont déjà favorables, n'est-ce pas, pour continuer le processus de paix avec le gouvernement, mais d'autres sont encore dans la brousse. Alors comment le gouvernement peut-il en tout cas s'y atteler? Qui veut la paix prépare la guerre, dit-on. Donc on ne peut pas vouloir la paix sans se préparer à la guerre. Et il n'y a pas question de cibler avec qui on doit faire la paix. Si le groupe de Makenga veut faire la paix ou l'autre groupe veut faire la paix, ils n'ont qu'à déposer des armes et abandonner la rébellion. Parce qu'il n'y a pas de concessions à faire. Nous, en tant qu'État, nous n'avons pas de concessions à faire avec les groupes rebelles. Ils doivent déposer les armes, s'intégrer dans la société, comme des civils. Alors, pas une réinsertion dans l'armée. Nous pouvons conclure que tout ce qu'il y a eu comme résolution au niveau du Kenya entre le gouvernement congolais ainsi que les rebelles, en tout cas, c'est tombé dans l'eau. Monsieur Mille, ce n'est pas tombé à l'eau, c'est la démonstration de la bonne volonté qu'a le gouvernement congolais et le chef de l'État congolais. La bonne volonté de vouloir, au prix même de négocier avec des ennemis, de négocier pour avoir la paix. Parce qu'on en a marre. Le sang ne doit pas continuer à couler à l'est du pays. Alors, lorsque vous avez appris qu'il y a eu près de 50, disons, tueries, et puis la nuit encore de mardi à mercredi, il y a eu encore 15 enfants qui ont été lâchement abattus à coups de machette. Alors, qu'est-ce que ça vous a fait? Vous avez senti quoi? Ça veut dire que le gouvernement est encore une fois de plus mis à l'épreuve et que des solutions musculeuses, comme vous voulez bien le faire voir, ça ne vient toujours pas. Et jusqu'à quand on peut continuer à compter encore des morts? Vous savez, ça prouve clairement que vous négociez avec quelqu'un qui n'écoute pas le langage de la diplomatie ou encore le langage du dialogue. Parce que nous sommes des Congolais, nous sommes des Bantous. Nous avons l'habitude de nous mettre toujours sous l'arbre par l'arbre pour essayer de discuter nos problèmes. Mais quelqu'un qui n'écoute pas ce langage-là, je pense qu'il faut le parler dans les langages qu'il peut écouter, qu'il peut comprendre. Et ces groupes rebelles, moi je vous l'ai dit, M. Mille, à ce stade, il n'y a qu'un seul langage que ces rebelles peuvent écouter. Alors, au lieu que le gouvernement se concentre à chercher des solutions par la voie diplomatique, moi je pense que le gouvernement doit se concentrer à chercher des solutions de force.
Ça, pour s'imposer. Doit pouvoir s'imposer. Mesdames et messieurs, si vous êtes en train de nous regarder, vous êtes bel et bien sur Canal Congo Télévision dans votre émission Opinion Libre. Nous sommes en train, en tout cas, de réfléchir, échanger, partager avec Évariste Tshiswaka, qui est communicateur du parti politique Orange, sur la problématique de la série de dialogues qui se tient ici chez nous en RDC. Nous avons commencé avec, bien sûr, les pourparlers qui ont eu lieu au niveau de Kenya entre la RDC ainsi que le gouvernement congolais, ainsi que les rebelles. Désolé, au point que il y a peu, en tout cas, encore une fois de plus, le sang des Congolais a eu à couler au niveau de l'Ituri. En tout cas, ça fait mal. Plus de 65 personnes ont trouvé la mort. Et pourtant, il y a eu ces négociations et pourtant, il y a eu des solutions qui ont été trouvées. Désolé que sur terrain, en tout cas, il n'y a pas eu effectivité, il n'y a pas eu l'accalmie. Ça continue encore à crépiter, ça continue encore à faire couler du sang. Mais nous osons croire qu'à la prochaine, en tout cas, tout le monde viendrait au bon sens. Nous revenons ici chez nous en RDC, disons en RDC. Nous venons toujours en RDC. Encore, parce qu'on était en Nairobi. Nous venons, nous descendons, nous partons au niveau de l'Est-Sud, au niveau de Lubumbashi, disons dans le Grand Katanga, où il y a eu également la grande conférence, encore un autre dialogue social qui s'est tenu entre le Grand Katanga ainsi que le Grand Kasaï. C'est vrai, il y a eu plusieurs interprétations, il y a eu plusieurs analyses. Il y en a qui pensaient que, en tout cas, ce forum n'avait pas sa raison d'être. Mais également, on a vu même le chef de l'État s'être déplacé justement pour aller à la rencontre de ce Congolais du Congo profond. Alors, plusieurs résolutions, entre autres, justement, pour contenir les Kassaïens qui restent chez eux, qui ne puissent pas se rendre au niveau de Lubumbashi. On a dit qu'il faudrait que l'on puisse procéder à des constructions, d'abord par exemple des barrages de courant, de chute de courant au niveau du Kasaï. Il y a eu des usines qui devraient être construites au Kasaï, mais ce sont en tout cas des résolutions qui à long terme, qui ont été prises. Je ne sais pas, vous, à votre niveau, comment avez-vous d'abord trouvé ce dialogue qui a été organisé entre ces deux peuples et ensuite les solutions qui sont trouvées, qui sont loin en tout cas de donner la paix par rapport aux attentes. Monsieur Mille, vous savez, parfois ça fait beaucoup de tristesse quand je dois parler de cette division encore. On peut parler de cette guerre entre les Kassaïens et les Katangais. En réalité, les Kassaïens et les Katangais sont un même peuple. Oui. Les Kassaïens et les Katangais ont de mêmes origines. Et moi, je vous dirais que purement entre les Kassaïens et les Katangais, il n'y a pas de problème. Ils cohabitent depuis des années. Et chaque fois que surgit un problème, vous savez qui en sont les tireurs de ficelle? Qui en sont les tireurs de ficelle? Ce sont des politiciens. Donc, entre le petit peuple, par le petit peuple, mais le Congolais lambda, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et ce problème de division vient des discours politiciens. Okay. C'est pourquoi on doit interpeller la conscience de tout Congolais. Parce qu'il y a ceux qui pensent qu'en créant la division entre les tribus, en créant des conflits entre les ethnies, ça va leur permettre d'avoir un peu de... avoir un peu la population, avoir un peu à l'opposé. Non, non, voilà, parce que nous sommes ceci. Est-ce que c'était important de pouvoir organiser ce dialogue, cette table ronde entre ces deux peuples? Oui, c'est important parce qu'il y a des choses qu'on devait expliquer aux notables Kassaïens et Katangais. Mais cette table ronde ne devait pas se limiter seulement là. Et je pense que le plus important, et c'est pourquoi vous avez le président, le président du parti politique Orange, a une proposition de loi pour lutter contre le tribalisme. Et cette loi prévoit des sanctions majeures. Des sanctions sévères. Sévères, j'allais dire, pour toute personne qui se comportera en auteur de tribalisme. Toute personne qui peut prononcer un discours tribal visant à séparer les ethnies. Et je pense que la loi doit prévoir ça. Cette loi est très importante. Parce qu'au moins, si les politiciens
savait que si j'utilise ces discours ici, tribal, je serai sanctionné. Parce que, vous savez, le politicien parfois dit il prend des choses à la légère. À la légère, mais en réalité, ils savent ce qu'ils cherchent. Et ce sont les petits peuples qui vont s'entretuer. Mais on n'a pas vu, en tout cas, les grandes figures du Katanga, du Grand Katanga, prendre part à ces forums. Alors, ça insinue quoi? Lorsque vous avez vu l'absence de grandes personnalités, entre guillemets, comme on le dit, le grand leader, être absent de ces forums. D'abord parce que ces grands leaders-là, je pense que ce sont des personnes qui sont même à la base de cette division, de cette... C'est vous qui le dites, c'est pas justifié. Oui, c'est moi qui le dis, parce que nous savons d'où est venu ce message tribal. Où est-ce que ça a commencé? Et nous connaissons qui en est l'auteur. Vous voyez? Et je pense que même les téléspectateurs le connaissent. Pour ne pas les citer, je ne ferai pas sa publicité. Je ne ferai pas la publicité d'une personne qui pousse à la division. Alors c'est une question que je dois vérifier. Alors, pour finir, j'étais en train de dire, ils n'étaient pas là. Parce que d'abord, ils sont sentis humiliés. C'était une honte pour eux. Et deuxièmement, eux ont pensé que c'était un sabotage. Non, ils n'ont pas saboté la présence du chef de l'État. Au contraire, le chef de l'État leur a montré qu'il est un grand esprit. Et ils avaient honte d'apparaître. Là, je pense que vous êtes loin de dire que le chef de l'État a eu à les défier. En fait, le chef de l'État ne peut pas défier, ils sont trop bas. Trop bas par rapport au chef de l'État. C'est un peu plus compliqué. Je dis non, les personnes, peut-être que vous les savez dans votre tête, mais j'ai dit que ces personnes sont trop bas, ils sont très inférieurs au chef de l'État, et le chef de l'État n'a même pas les défier. Le chef de l'État, c'est d'abord... il est le garant de la nation, vous savez? Le symbole national. C'est le symbole national. Il représente et le mauvais et le bon peuple. Alors, ce sont eux qui se sont sentis lésés, je ne sais pas lésés, bien se sont sentis un peu ridicules, alors ils ont fui. Ils n'ont pas venu parce qu'il y avait des invitations, ils avaient invité tout le monde. Et en tant que médecins politiques, ils pouvaient se présenter et donner un discours de paix, de cohésion. Et je pense que là, ils ont raté, ils sont joués à côté. Alors justement, M. Evariste, lorsque vous voyez les résolutions qui ont été retenues après ce forum, vous pensez qu'avec tout ce que nous connaissons au pays, ça sera facile de voir de grandes entreprises être implantées au Kasaï pour donner du travail? Parce que, en tout cas, les jeunes gens se déplacent beaucoup plus vers d'autres provinces qui sont un peu prospères parce que chez eux, il n'y a plus rien au Kasaï. Vous pensez que seulement aujourd'hui, dans peu de temps, en tout cas, les Kasaïens vont rester chez eux justement pour y travailler? Monsieur Émile, vous savez, les résolutions qui ont été prises, construire des industries, des sociétés au Grand Kasaï, et que ce ne soit pas des solutions justes pour cette situation tribale. Non. Parce que, d'abord, tout Congolais doit se sentir chez lui. Ne dites pas que les sociétés qui seront construites au Kasaï, il n'y a que les Kassaïens qui doivent travailler là-bas. Non! Et moi, je m'oppose franchement à cela. Donc, ce sont des sociétés de Congolais. Tout Congolais, même celui de l'Équateur, même celui du Katanga, peut être employé là-bas. Mais cette politique du gouvernement doit se répandre partout pour lutter contre les viols rurales. Voilà. Vous voyez, aujourd'hui, c'est tout le monde qui a les autres vers le centre-ville. De les grandes agglomérations. Surtout Kinshasa. Oui. Kinshasa compte aujourd'hui plus de 12 millions d'habitants. Et on doit essayer un peu d'urbaniser, d'industrialiser toutes les provinces. Et c'est ce qui est en train d'être fait avec le programme de 145 territoires. En termes d'avenir? Non, le programme est déjà en cours d'exécution. Ah d'accord. Oui. C'est en cours d'exécution. Et on doit viabiliser toutes les provinces, tous les territoires, pour que chaque peuple, là où il peut se retrouver, qu'il ait quand même l'opportunité de travailler et non se diriger vers les grandes agglomérations pour travailler. Et je pense que ces résolutions-là, ce sont des résolutions qui vont aider les Kassaïens, aider aussi les Katangais. Parce que je voulais dire quelque chose ici, M. Mine. Partout on peut se retrouver. Les Kassaïens
ont besoin des Katangais. Les Katangais ont aussi besoin des Kassaïens. Il y a des sociétés au Katanga où les directeurs du personnel, les DG, c'est un Kassaïen. Il y en a aussi de même au Kasaï, des entreprises. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de vivre dans une symbiose très compliquée. On ne peut pas dissocier la technologie. L'objectif c'est quoi? Rendre le monde un petit village. Vous voyez? Rendre le monde un petit village où les gens peuvent circuler facilement, où les gens peuvent être à l'aise, n'importe où ils peuvent. Là, vous pensez qu'en tout cas, c'était très important pour que ce forum soit organisé. Ce forum était très important. Pourquoi? Parce que, vous savez, le chef de l'État devait prendre cela au sérieux. Prendre cela au sérieux parce que ce sont des guerres tribales comme ça qui, à la fin, vont peut-être coûter cher, peut-être déséquilibrer même le pouvoir en place. Vous savez l'histoire de Yumbi, on en parle, il y a eu massacre à Yumbi. C'était juste entre deux tribus. Et qui sait si cette histoire du Katanga pouvait encore amener encore des massacres, parce que nous avons encore dans nos mémoires ce qui s'est passé en 92. Avec le refoulement de Kassaïens vers chez eux. Oui. Paix à son âme. Baba Kyoukou, qui dans sa vieillesse a essayé à tout prix de se rattraper de ce qu'il avait commis. Donc aujourd'hui, vous êtes en train de nous dire que c'était important que l'on puisse avoir ce dialogue. Alors le dialogue a eu lieu, mais que l'on ne puisse pas faire des résolutions de ce dialogue l'objectif de pouvoir séparer le peuple, restreindre la mobilité de peuple à travers le territoire national. Ça c'est très important, nous retenons cela, mais aussi parce que nous sommes en train de parler aujourd'hui de la RDC à l'heure en tout cas de nous pouvons dire de dialogue de tous côtés. Nous venons de parler de Nairobi, nous venons de parler de dialogue, c'est-à-dire qui a eu lieu à Lubumbashi, mais il y a également une autre forme de dialogue qui est annoncée, la table ronde bien sûr par le chef de l'État qui devrait se tenir et qui doit même se tenir dans les prochains jours au niveau de Nord Kivu ainsi que de l'Ituri, là où il y a l'état de siège justement pour faire l'évaluation, ainsi de suite. Vous pensez que cette fois-ci sera la bonne parce que ça ne sera pas quand même la première fois? Qu'est-ce qui a changé entre-temps pour qu'aujourd'hui qu'il y ait des résolutions en ce sens-là? Est-ce que ce sont des pressions de la population contre l'état de siège, peut-être qui aurait influencé le chef, ou bien d'après vous, qu'est-ce qui a joué pour que finalement, que ce soit ainsi annoncé, la table ronde au niveau de l'Ituri entre les deux provinces? Monsieur Émile, la table ronde annoncée pour le Grand Kivu, je pense que cette opportunité, c'est peut-être pour évaluer l'état de siège. Parce que si c'est pour la paix à l'Est, je pense qu'on a tous les éléments. Le gouvernement a tous les éléments possibles. Même les revendications des groupes rebelles, des communautés, le gouvernement a ça en main. Et cela ne demande pas une table ronde. Parce que cette table ronde-là va encore se tenir avec les complices. Des personnes qui sont avec nous et en même temps contre nous. Les personnes qui, le jour, ils vous montrent qu'ils sont en train de soutenir le gouvernement, nous devons combattre la rébellion, mais la nuit, ils sont avec les rebelles pour partager les dividendes. Alors, quelle chance, pour terminer, que vous accordez à cette table ronde, si jamais ça va se tenir? Cette table ronde, si elle va se tenir, je pensais que ça serait pour évaluer l'état des sièges. Et comme j'ai toujours proposé par rapport à l'état de siège, l'état de siège devait être requalifié. Dans quel sens? On devait soustraire des attributions qu'on a données au gouverneur militaire, leur enlever la gestion et l'administration de la province. Surtout sur le plan financier. Leur enlever ça, que le militaire se concentre à la guerre et que les civils s'occupent de l'administration de la société. Je pense que si cette résolution sera prise
à cette table ronde, ça permettra que les militaires, les gouverneurs militaires puissent se concentrer à la guerre et que le gouvernement ne compte pas sur cette table ronde pour instaurer la paix à l'Est. La solution de la paix à l'Est, pour l'instant, reste la force. Merci beaucoup, M. Evariste Tshisoka, d'avoir été de nôtres, justement, sur ce plateau de Canal Congo Télévision, à travers cette émission Opinion Libre. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup pour l'invitation et nous serons toujours disponibles pour répondre à vos invitations. Merci beaucoup. Nous disons également merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir regardés, mais également grand merci à, en tout cas, Olivier Lumbongo qui était derrière la caméra, mais également à la régie finale, Bruno Nzinga nous a servi justement pour pouvoir réaliser cette émission. Continuez à nous suivre sur notre compte YouTube CCTV Ranic officiel Opinion Libre et continuez toujours à nous contacter. Vous pouvez également nous contacter à travers le numéro qui est affiché au bas.